Bonjour mesdames et messieurs, au nom de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine et de tous les partenaires, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et d'innovation. Cette troisième séance portera sur le Conseil européen de l'innovation qui se décline dans trois dispositifs, l'éclaireur, le dispositif transition et l'accélérateur. Cette séance est présentée par ma collègue Maria El Jaoudi et effectivement, tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions à travers un chat qui est mis à votre disposition. Je rappelle en dernier lieu que cette campagne se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Je vous souhaite une très bonne séance. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite le bienvenu à cette réunion d'information sur le Conseil européen de l'innovation. Le dispositif du Conseil européen de l'innovation a été lancé en mars dernier par la Commission européenne. On parlera lors de cet atelier du Conseil européen de l'innovation, mais vous entendrez aussi peut-être l'acronyme EIC qui signifie en anglais European Innovation Council. Doté d'un budget de plus de 10 milliards d'euros pour la période 2021-2027, son objectif principal est de financer des innovations de rupture et à haut potentiel. S'appuyant sur le programme pilote très réussi, intégré dans la précédente génération de financement européen Horizon 2020, le dispositif du Conseil européen de l'innovation n'est pas uniquement nouveau pour l'Europe, mais il est unique au monde, car il combine les dispositifs de soutien à la recherche pour les technologies émergentes, un dispositif d'accélération pour les entreprises, mais également un fonds d'investissement pour les startups innovantes et les PME, les petites et moyennes entreprises. Ce dernier fonds d'investissement est d'ailleurs doté d'un budget de 3 milliards d'euros. Face à une concurrence croissante dans une économie mondiale qui est rythmée par toujours des nouvelles technologies de plus en plus émergentes, l'Europe doit approfondir sa capacité d'innovation et sa prise de risque pour gagner en compétitivité. Dans ce contexte, le Conseil européen de l'innovation est le dispositif qui peut soutenir des équipes de recherche, des entrepreneurs, mais aussi des industriels audacieux qui portent leurs innovations ou lancent des projets à un fort potentiel d'innovation et surtout de l'innovation de rupture. Il s'agit là d'un guichet unique auquel ces acteurs pourront s'adresser. L'objectif à terme du Conseil européen de l'innovation, c'est d'aider les idées émergentes scientifiques de grandir pour arriver jusqu'au marché grâce à des entreprises qui sont capables de se développer rapidement. En outre, le premier cahier des charges, le premier texte de programme de travail du Conseil européen de l'innovation a été déjà lancé en 2021. Il est doté d'un budget de plus de 1,5 milliard d'euros pour l'année et se décline, comme l'a dit Kylian, en 3 différents volets. On parlera plus loin de ces différents volets et de leurs différentes caractéristiques. Parallèlement à ces appels à propositions sont également ouverts les prix sous forme de concours qui sont déjà certains ouverts ou d'autres en préparation pour l'ouverture future. Je peux citer par exemple le prix pour les femmes innovatrices ou de la capitale européenne d'innovation. Je suis Maria El Jaoudi, je travaille chez ADI à l'Agence de développement d'innovation et je suis votre animatrice aujourd'hui sur cet atelier dédié au Conseil européen de l'innovation. Avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Monsieur, bienvenue. Tout d'abord, Monsieur Nicolas Sabatier. Monsieur Sabatier, vous êtes General Counsel et conseiller stratégie européenne du Conseil européen de l'innovation à l'agence européenne EEI-SMEA de la Commission européenne. Bienvenue. Ensuite, je vous présente Monsieur Sylvain Saïgui. Vous êtes professeur des universités à l'Université de Bordeaux et vous êtes coordinateur de 2 projets européens. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Bonjour. Je présente après Monsieur Gabriel Chignot. Vous êtes le directeur administratif et financier, on dit CFO en anglais, de la société start-up bordelaise Trifrog Therapeutics. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Saïgui et Monsieur Chignot partageront avec nous leur retour d'expérience de lauréat du dispositif précédemment, en fait, ancêtre du Conseil européen de l'innovation, Pathfinder et Accélérateur.
Et enfin, j'ai le plaisir de présenter Monsieur Jean-Philippe Couvi qui partage avec moi ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes responsable d'affaires à la société bordelaise Olicrom. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Démarrons tout d'abord par la présentation plus générale du Conseil européen de l'innovation. Monsieur Sabatier, j'ai une question pour vous, mais avant cela, un premier constat qui nous démontre que l'Europe a encore un peu de chemin à faire avant de confirmer sa primauté entrepreneuriale et d'innovation face à sa primauté déjà confirmée plus scientifique. Car nous faisons 20% de la R&D mondiale aujourd'hui en Europe et nous sommes à l'origine de 1/3 de publications de haut niveau scientifique au niveau mondial. Face à ce constat, les entreprises européennes investissent seulement 1,3% dans la R&D, quand celles des États-Unis le font à la hauteur de 2%, les Japonaises le font à la hauteur de 2,6% et aux Corée du Sud, c'est plus de 3%. Est-ce que c'est important de ce constat que la Commission européenne a souhaité lancer le Conseil européen de l'innovation ? Oh, vaste question. Bon, bonjour. Je pense que le constat qu'on a fait il y a de cela maintenant quelques années quand même, c'est qu'effectivement vous avez rappelé les chiffres sur le poids de l'Europe dans tout ce qui est recherche, mais effectivement quand on bascule sur l'innovation, on se rend compte qu'on a pris un sérieux retard. C'est un indicateur que je n'aime pas parce qu'il n'y a pas de bon indicateur, mais c'est toujours un indicateur qui révèle les choses. Si vous prenez les licornes, donc c'est-à-dire les startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, le dernier classement qui date de la fin du mois dernier, du mois de mars, je crois qu'on a quelque chose comme 610 licornes, et sur ces 610 licornes, vous en avez à peine 40 qui sont en Europe. La première est chinoise, elle travaille sur l'intelligence artificielle, et je crois qu'elle est valorisée à quelque chose comme, que je dise pas de bêtises, 20 fois plus que la première européenne à peu près. Donc on se rend compte que entre la capacité à produire de la connaissance, de la recherche, au niveau de la recherche scientifique, et la capacité à translater cela ensuite en innovation, nous avons une série de problèmes. Et donc, avec le IC, nous avons essayé de nous pencher sur ces différents problèmes et de voir ce que nous pouvions faire, schématiquement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait inventer de nouveau par rapport à ce qui se passe. Alors, je crois qu'il faut aussi avoir un regard sur nous-mêmes, Europe, nous comparer un peu aux autres, essentiellement aux États-Unis et à la Chine, puisqu'après tout, grosso modo, on pèse 20% du PIB mondial, on n'est pas loin de 20% du commerce mondial. Donc, comment se fait-il que dès qu'on tombe dans les innovations de haute technologie à haute valeur ajoutée, comment se fait-il qu'on soit à ce point à la traîne? C'est-à-dire qu'on pèse un petit 3% et encore. Donc, c'est clair que le premier problème de l'Europe, c'est qu'elle est justement très diverse, qu'elle est fragmentée. Nous avons effectivement un marché unique, mais c'est un marché unique, je ne vais pas dire en apparence, mais où il y a encore énormément de différences. Vous avez 27 langues différentes, ce qui n'est jamais facile pour commercer, pour faire des opérations transfrontalières. Vous avez des systèmes juridiques qui restent aussi différents. Bref, vous avez une fragmentation générale européenne comparée à nos concurrents qui n'aide pas. Vous avez aussi ce qu'on appelle entre nous un innovation divide, c'est-à-dire une espèce de division en Europe. Si vous tracez une ligne qui part du nord-ouest de l'Europe vers le sud-est, eh ben vous avez une espèce de fossé dans le développement, alors qui s'explique par des raisons historiques, mais qui fait que la situation est très inégale. Et donc, ça a comme conséquence, par exemple, une plus faible mobilité du capital, si vous comparez à la circulation du capital aux États-Unis, qui peut aller finalement n'importe où. Vous avez aussi de sacrées différences sur les politiques de recherche publique, certaines qui... vous n'avez pas une grande harmonisation à ce niveau-là. Vous avez ensuite un continent qui est vieillissant. Alors, on peut se demander quel est le rapport, mais un continent vieillissant, c'est aussi dès lors des investisseurs qui sont beaucoup plus dans l'aversité au risque et qui vont plutôt chercher, je dirais, des rendements sûrs et qui vont moins prendre de risques si vous comparez à ce qui se passe aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis, les investisseurs arrosent partout pour être sûr de ne rien louper, alors qu'en Europe, vous vous trouvez confronté à des situations où
Si vous êtes une start-up, que vous allez voir un fonds venture capital, si vous rentrez pas dans leur business model d'un rendement d'un retour sur investissement qui commence au moins au plus tard dans 2 ans, ça devient compliqué quand vous êtes sur des innovations deep tech entre guillemets, qui nécessitent encore pas mal d'années de développement et où même la mise sur le marché va prendre aussi plusieurs années avant de se stabiliser. Donc voilà. Donc si vous voulez, l'EIC c'est une tentative. Alors non pas de régler ces problèmes-là, soyons très clairs, et je crois qu'on l'a clairement indiqué dans le programme cadre Horizon, en introduction du pilier innovation. C'est un élément de réponse, mais qui nécessite aussi de s'appuyer sur ce que les États membres eux-mêmes peuvent faire. C'est pas avec 10 milliards qu'on va changer la chose. Vous savez, 10 milliards, c'est le budget, 10 milliards d'euros, c'est le budget annuel de Samsung en R&D. Donc c'est rien, c'est rien du tout. Donc voilà. Mais donc l'idée, c'est essayer de faire des choses. Donc on a effectivement conçu une série d'instruments. Plutôt, on a recyclé des instruments existants, mais si ce n'est qu'on a essayé d'innover avec ceux-ci, de les mettre en relation les uns avec les autres. Effectivement, il y a une chaîne qui va de ce que vous appelez l'éclaireur, le Pathfinder, qui est vraiment la recherche technologie, le ciel est le début et non pas la limite. Vous avez des activités de transition. On va essayer de manière très pragmatique et intelligente de voir comment on peut stimuler l'innovation à partir des résultats de la recherche. Et puis vous avez l'accélérateur qui s'appuie sur l'ancien schéma PME mais complètement modifié, alors qui est ouvert à tout, qui n'est pas réservé qu'à ce qui viendrait de l'éclaireur et des activités de transition, qui est aussi ouvert sur l'extérieur, et où on a eu l'idée de faire quelque chose d'assez différent, à savoir de pas uniquement donner une subvention et puis on s'arrête à un moment donné parce que les subventions ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil. On appelle ça c'est lié aux aides d'État, donc on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on va appeler le TRL8, on ne peut pas aller sur le marché. On a décidé que la meilleure solution d'aider nos startups pour arriver sur le marché et petit à petit rencontrer des investisseurs, c'était nous-mêmes, en plus de la subvention, d'investir dans ces startups, d'investir dans ces compagnies, que ça soit en equity, enfin en capital, mais ça peut être aussi en prêt, en garantie, etc., etc. Donc on a essayé, si vous voulez, de construire des choses un peu novatrices pour moderniser ce qu'on fait habituellement d'ailleurs au niveau bruxellois, avoir un programme cohérent avec des instruments qui peuvent effectivement couvrir de la TRL 0 pratiquement, de l'idée d'une technologie jusqu'au déploiement sur le marché. Ça veut dire aussi quelque part que, et c'est peut-être aussi un des problèmes de l'Union européenne, alors ça va faire écho dans le débat franco-français, mais effectivement où je sais pas comment expliquer ça, enfin comment le formuler correctement en étant politiquement correct. Alors on va essayer comme ça puisqu'on est entre français. Avec l'EIC, on a essayé un peu de réhabiliter le rôle de la puissance publique, on va le dire comme ça. On va pas rentrer dans les débats. Ou bien implanter la puissance de l'innovation de Samsung en Europe. Voilà, oui, si vous voulez, mais c'est-à-dire finalement de redire que, entre le marché où tout se fait tout seul et le Gosplan, voilà, pour faire simple, il y a peut-être moyen pour je dirais pour les autorités publiques de faire des choses très pragmatiques finalement, en essayant non pas de décider où est-ce que l'argent doit aller, mais en essayant d'offrir l'argent là où il peut aller et là où il fait du sens et où sur la forme dans laquelle il fait du sens. Donc on a un peu essayé de réhabiliter ça à travers ça. Il faut bien voir que sur, par exemple, le mécanisme accélérateur où nous investissons, nous faisons ce que pratiquement aucune banque publique ne fait, c'est-à-dire que nous sommes prêts à être les premiers preneurs de risques. La BPI n'est jamais la BPI en France n'est jamais premier preneur de risque. Elle doit co-investir avec quelqu'un. Nous, on est prêt à y aller tout seul et à être seul pendant 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à ce que les investisseurs nous rejoignent sur un produit. Donc, on est prêt à premier preneur de risque, capital patient. On a essayé de définir un rôle public qui soit vraiment très pragmatique. Et on pense que ça c'est important parce que si vous regardez ce qui se passe chez les deux poids lourds au niveau mondial que sont la Chine et les États-Unis, la Chine c'est pas l'affaire de faire un dessin sur la manière dont l'État joue un rôle, mais finalement les États-Unis, sous couvert de ne pas y toucher, à travers des programmes assez importants dans le domaine de la défense, à travers les mécanismes de marché public, finalement déversent des milliards et des milliards de dollars, dans la recherche et l'innovation et pour leurs plus grands bénéfices. Donc il nous a semblé que c'était important de faire ça.
L'autre enjeu derrière tout ça étant enfin, et je m'arrêterai là pour laisser les questions, d'autres intervenants et laisser les questions, que ce n'est pas qu'un problème de croissance et d'emploi. C'est-à-dire avec les nouvelles technologies, avec ce sur quoi nous arrivons, vous rajoutez aussi toute la problématique du changement climatique. Nous arrivons aussi sur des technologies qui potentiellement ont un impact aussi sociétal. Vous ne pouvez pas penser l'intelligence artificielle uniquement en termes de croissance et d'emploi. Vous devez penser l'intelligence artificielle sur les effets qu'elle peut avoir sur le marché de l'emploi, sur l'égalité, sur une série de choses. Si vous pensez aux nouvelles biotechnologies, vous ne pouvez pas ne pas considérer qu'elle peut aussi avoir un impact sur le modèle social européen, etc. Donc, ce n'est pas qu'un problème de croissance et d'emploi, c'est aussi, et donc le président de la République a repris cette formule à son compte, mais je vous garantis que c'est nous qui l'avions mis par écrit les premiers, c'est aussi à travers la souveraineté technologique retrouver un peu de souveraineté européenne sur la manière de maîtriser son propre destin par rapport à certaines choses. Hein, voilà. Donc, schématiquement, on a essayé de concevoir quelque chose d'assez novateur, qui est très différent du reste du programme 4, qui vient avec des règles assez particulières. On pourra en parler au fur et à mesure des questions. Voilà, on lance le truc. On a fait un pilote pendant 1 an et demi qui a été intéressant. Là, on est vraiment dans le bain, donc on lance les premiers appels et on verra bien comment ça se passe. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation générale. Déjà, on comprend les contours du programme du Conseil européen de l'innovation. Vous avez commencé à en parler, il est constitué de 3 piliers. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus dans le détail parce que chaque pilier s'adresse à des acteurs différents qui sont au stade de maturité par rapport à la proximité sur le marché, au niveau de leurs projets aussi qui sont différents. Vous avez parlé de l'échelle de TRL. Je l'explique pour notre public. Il s'agit de la Technology Readiness Level en anglais. Et c'est une échelle qui définit en fait le stade de maturité d'une technologie ou d'une innovation par rapport à sa sortie sur le marché. Donc, chaque pilier s'adresse à un public et à une typologie de projets différents. Est-ce qu'il y a une logique entre les trois? Est-ce qu'on est obligé de faire ce parcours de TRL 1 à un TRL 9? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, non. Alors, laissez ce tableau-là parce qu'il est très bien. Il faut scinder les choses en deux, d'accord? Donc, l'EIC se concentre globalement sur les technologies de rupture et les innovations créatrices de marché. Alors, ce qui veut dire que les innovations créatrices de marché, ou qui font de la disruption d'un marché, ne sont pas nécessairement appuyées sur les technologies de rupture, hein, d'accord? Vous pouvez avoir une innovation même sociétale qui vient créer quelque chose et qui est tout aussi importante pour nous. Une innovation sociale, pardon. Donc, on va dire que l'EIC, vous avez 2 paquets différents. Vous avez effectivement le premier paquet, qui est ce qu'on appelle l'éclaireur ou le Pathfinder, et c'est en fait sur ce paquet que viennent aussi faire les activités de transition. Donc le Pathfinder, c'est quoi? Pour faire simple, des projets de recherche, mais orientés technologie. Vous partez, allez, on va dire de TRL2, ça peut aller jusqu'à TRL 4-5, pas plus. C'est du consortium, c'est plutôt académique, mais vous pouvez avoir des industriels dedans, même des PME, ce n'est pas un problème. Et effectivement, voilà, c'est vraiment de la recherche au-delà du savoir actuel. Alors certains ont pu dire que c'était comme le RC. À la rigueur, on pourrait le comparer avec le RC, hein, le Conseil européen de la recherche. Voilà, si ce n'est que vous êtes en multi-partenarial et c'est vraiment orienté technologie. Alors, non, c'est pas le problème. Très longtemps, si vous voulez, au niveau des politiques européennes de recherche, très centré sur le chercheur, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est qu'on a oublié un truc très simple, c'est que vous pouvez être un super chercheur et ne pas être du tout un innovateur. Et vous pouvez être un super innovateur et ne pas être du tout un chercheur. Je vous prends un exemple bateau, mais parce qu'il est très révélateur. Steve Jobs d'Apple n'a pas inventé la souris ou le mulot, je sais pas comment on dit. Il n'a pas non plus inventé les interfaces graphiques. Il s'est baladé un jour, il a eu le droit d'aller à Xerox Park se balader, faire son shopping, découvrir des technologies qui étaient là, mais qui ne correspondaient pas au cœur de métier de la boîte, de la société Xerox. Et à partir de là, il a pu faire une innovation quand même majeure qui a un peu changé le monde de l'informatique. Donc, à un moment donné, il y a la compréhension que le chercheur peut être un innovateur, mais qu'il n'est pas nécessairement un innovateur. Vous pouvez être un super CTO, mais ne pas être du tout un très bon CEO.
Donc, Pathfinder, on fait de la recherche techno, il n'y a pas du tout d'enjeu d'innovation, on ne demande pas du tout à ces projets de sortir des innovations, on leur demande de sortir plutôt des résultats, des nouvelles technologies de pointe, de rupture. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle donc des activités de transition qui viennent se plugger, qui viennent se brancher là-dessus et qui vont permettre, à partir des résultats que l'on voit sortir de l'éclaireur, je dirais, de rajouter des financements dans une orientation innovation. C'est-à-dire, c'est pas pour faire de la recherche en plus, même s'il peut y en avoir un peu, mais c'est pour essayer à partir d'un résultat de recherche, d'essayer de voir s'il n'y a pas une innovation au bout du tunnel, quelque chose qui ensuite pourrait être soutenu pour aller sur le marché. Donc ça, je dirais les activités transition, ça peut faire du TRL4 jusqu'à du TRL6 à peu près, d'accord? Donc si vous voulez, ce sont des instruments où il y a un peu de juxtaposition, ce qui est normal, hein. Il faut pas être tranché entre les deux. Donc l'éclaireur peut aller jusqu'à TRL4, ouais, voire parfois même 5 dans des trucs particuliers. Vous avez ensuite les transitions qui peuvent prendre le relais, qui vont commencer à TRL4, qui peuvent aller jusqu'à TRL6. Voilà, ça c'est comment on essaye de soutenir à la fois la recherche technologique de rupture et comment on essaye aussi, à partir de ces résultats-ci, donc ça reste quelque chose de fermé à ce moment-là, comment on essaye de construire de l'innovation autour de ces résultats sans mettre la pression au départ sur les chercheurs pour qu'ils produisent de l'innovation. C'est pas ce qu'on leur demande. Le vrai problème ici, c'est finalement et qui est un problème européen aussi, hein, qui est la faiblesse du transfert de technologie au niveau européen. C'est très inégal selon les pays, voire même entre les universités. Donc, nous avons essayé d'organiser notre propre transfert de technologie par rapport à nos propres projets, plutôt que d'avoir, comme on l'a toujours eu dans le programme CAD, cette idée que il y a des résultats super, le marché trouvera la solution. On a décidé, nous, d'être beaucoup plus proactifs et d'essayer de rajouter, d'injecter des financements et aussi potentiellement de nouveaux acteurs dans les transitions pour essayer d'exploiter cela. Ensuite, vous avez le second bloc qui est l'accélérateur. Alors, l'accélérateur, il est bien entendu ouvert aux innovations qui viendraient de cette chaîne éclaireur transition, mais il est ouvert de manière générale à n'importe quel innovateur, n'importe quel PME, start-up, qui a une idée intéressante, qui a une technologie intéressante, quoique c'est pas nécessairement une technologie, c'est pas nécessairement de la deep tech, ça peut être aussi une innovation incrémentale, mais où il y a un impact potentiellement intéressant, et surtout il y a un risque qui fait que cette innovation peine à trouver des investisseurs. Donc, vous avez une innovation, technologie de rupture, mais pas forcément technologie de rupture, qui est excellente, qui peut avoir un impact intéressant, mais qui est trop risqué, le marché ne vous suit pas. À ce moment-là, l'accélérateur, nous, éventuellement, on va vous soutenir avec un mélange de subventions et de capital ou de prêt pour vous accompagner à partir de TRL5, hein, au plus tôt TRL5. Donc TRL4 validé si vous préférez, vous êtes en début de TRL5, mais vous pouvez arriver en TRL6, 7, 8, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là, hein. Et on va, nous, vous accompagner jusqu'au marché, jusqu'à ce que vous trouviez des investisseurs qui vont prendre notre relais. Voilà, donc ce sont deux blocs différents. L'un qui est très centré nouvelle technologie, l'autre qui est centré innovation. Idéalement, innovation fondée sur les technologies de rupture, mais qui peut aussi soutenir des innovations dites incrémentales, mais qui ont un impact et une valeur ajoutée importante. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Donc oui, la notion de la vallée de la mort entre les premiers résultats de recherche R&D et notamment est prévue d'être couverte par le dispositif du Conseil européen de l'innovation. Et donc, oui, non Non, alors si vous voulez, en fait, non, je vous dis, il y a deux vallées de la mort, en fait. L'accélérateur vient combler la deuxième vallée de la mort, selon moi, qui est la vallée de la mort que l'on avait habituellement à la fin des subventions, donc TRL8, vous basculez en marché. Là, vous avez une première vallée de la mort parce qu'effectivement, vous avez cette aversité au risque des investisseurs européens et donc beaucoup de choses, passez-moi l'expression, se cassent la figure à ce moment-là. Mais on s'est rendu compte qu'on a une première vallée de la mort. La première vallée de la mort, c'est celle du transfert de technologie, c'est-à-dire celle qu'on va essayer de couvrir avec les activités de transition, mais qui sont centrées uniquement sur nos projets à nous de recherche. Mais vous avez là une vallée de la mort, c'est-à-dire vous avez beaucoup trop de résultats de recherche où le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'investisseurs, c'est qu'il n'y a pas forcément d'innovateurs qui est prêt à prendre le relais, à tenter d'en faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette première vallée de la mort là,
celle de la translation du monde académique ou de la recherche plus pure vers l'innovation, ça, c'est une vallée de la mort qui est importante. Je pense même de plus en plus qu'elle est plus importante que la seconde, qui finalement n'était pas si compliquée que ça. Je vais pas dire oui à résoudre plus ou moins. Enfin, c'était pas compliqué d'imaginer un système où on vient aussi mettre du capital en plus de la subvention pour aller beaucoup plus loin. Mais cette première vallée de la mort sur le transfert de technologie, il y a vraiment de sacrées réflexions à avoir en Europe, parce qu'il y a un sacré problème. Très bien, on le note bien. Et du coup, vous voyez ça plutôt comme deux dispositifs scindés dans le même volet, avec enfin, je parle de l'éclaireur et transition et accélérateur à côté qui ont du sens, parce qu'effectivement, il y a une différence du public, c'est bien cela. Vous n'attendez pas les mêmes acteurs ça, mais sur les... Les deux blocs sont liés, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir, on verra, hein, ça va prendre des années, mais on pourrait très bien avoir une techno qui sort de l'éclaireur, qui est travaillée dans le Pathfinder, on construit l'innovation à partir de là et on va la financer dans l'accélérateur. Donc vous avez tout un cheminement. Mais l'accélérateur en lui-même n'est pas réservé à ce cheminement, il est ouvert à toute innovation qui vient d'ailleurs. Donc si vous voulez, c'est dans ce sens-là, c'est deux blocs, oui, effectivement. D'accord. En termes de critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a quelque chose de formalisé en ce sens, ou ce que vous avez donné comme exemple pour la partie Pathfinder, éclaireur et transition, vous espérez avoir des résultats des R&D prometteurs, des technologies de rupture, et pour le volet accélérateur, vous attendez des innovations créatrices de marché, des innovations de rupture. Il n'y a pas de critères vraiment définis, ou il y a des choses... Qu'est-ce que vous entendez par critères ? En fait, quand il y a une entreprise qui vient vers moi, qui me demande conseil, elle me demande « Mais quels sont les critères d'éligibilité du programme accélérateur ?» C'est ce type de réponse que j'attends. Ah d'accord, bon, le critère d'éligibilité... Qui peut postuler, dans quelle configuration, à ces deux dispositifs différents? Alors sur le Pathfinder, l'éligibilité, vous devez avoir un consortium transnational avec 3 entités de 3 États membres ou associés différents. Voilà. C'est un peu la même règle que le reste du programme cadre. Alors, en théorie, on pourrait avoir une PME qui est... une PME pourrait être éligible pour participer seule, mais pour l'instant, on ne l'a pas ouvert parce qu'on pense que ça serait une erreur. Il faut vraiment, en amont sur l'éclaireur, travailler vraiment en approche consortiale. Donc, c'est facile. L'éligibilité de l'éclaireur Pathfinder, c'est la même que pour le reste du programme cadre. 3 États membres différents. L'accélérateur, par contre, c'est... Alors, vous êtes une personne physique qui veut établir sa boîte, ou vous êtes une start-up ou une PME, vous êtes éligible. Donc, même si vous êtes un innovateur, personne physique tout seul, qui n'a pas encore établi sa société et qui finalement a même besoin de l'accélérateur pour établir, commencer à capitaliser une société, ben nous, on va vous prendre, vous êtes éligible. Alors, en plus de ça, dans l'accélérateur, si vous êtes ce qu'on appelle une mid-cap, une petite mid-cap, hein, c'est-à-dire vous êtes entre 250 et 500 employés, donc vous n'êtes plus une PME, vous êtes une mid-cap, vous êtes éligible dans l'accélérateur, mais uniquement pour le volet investissement et sur une base de co-investissement. D'autres termes, vous êtes une assez grosse PME, vous êtes en train de passer au-delà, vous voulez faire ce qu'on appelle un scale-up, vous pouvez venir sur l'accélérateur, mais à ce moment-là, ce n'est que de l'investissement, vous n'êtes pas éligible à la partie subvention. Donc, il faut bien comprendre que dans l'accélérateur, on va en fait faire quoi ? On va vous donner une subvention, donc de l'argent gratuit, qui va couvrir jusqu'à 70% de vos dépenses jusqu'en TRL 8 inclus, d'accord ? Donc, de TRL 5 à TRL 8, 70% de vos dépenses, c'est de l'argent gratuit. Et en plus de ça, on va vous donner un investissement qui va couvrir les 30% qui restent, plus ce qu'il vous faut pour aller en TRL 9 et commencer le déploiement sur marché. Ça sera de l'investissement sous une forme ou une autre, on dira de l'argent non gratuit. Si vous êtes une petite mid-cap, vous ne pouvez venir que parce que vous êtes en TRL 9, ou à la rigueur vous êtes avant, mais on ne vous donnera que du financement sous forme d'investissement pour des opérations de déploiement sur le marché. Voilà. D'accord. Et il y a un co-investissement, cofinancement, pardon. La subvention ne couvre pas tous les frais du projet, ou à quelle hauteur intervient cette subvention ?
L'argent gratuit, la subvention, c'est 70% des dépenses jusqu'en TRL8. Donc des coûts éligibles. Donc vous êtes supposé financer les 30% qui manquent. Mais en fait, les 30% qui manquent, on peut aussi vous les fournir sous la forme d'un investissement. En d'autres termes, la partie investissement qu'on va vous donner va couvrir TRL9, mais elle va aussi couvrir les dépenses jusqu'en TRL8 pour lesquelles on ne vous donne pas de l'argent gratuit. Donc quelque part, on vous finance intégralement, si ce n'est qu'il y a une partie gratuite, 70%. Le reste n'est pas gratuit. Si c'est du capital, eh ben ça veut dire ce que ça veut dire. Si c'est demain, parce qu'on peut imaginer de différentes formes de la garantie bancaire ou du prêt, de la garantie de prêt bancaire, des choses comme ça, eh ben voilà, ça a une certaine valeur. On peut aussi imaginer des prêts participatifs. On réfléchit à différentes hypothèses. Mais en d'autres termes, si vous voulez, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir d'autres ressources propres, ni même avoir d'autres financeurs. On est prêt, nous, à prendre tout le paquet avec ces deux formes différentes, subvention et investissement, et vous accompagner le plus loin possible. D'accord. Et qu'est-ce que ces 70% de la subvention financent concrètement dans le cadre du projet? C'est du temps passé, j'imagine, des équipes, des investissements, des achats? Non, c'est tout. C'est la même chose que vous avez dans les projets de recherche, à savoir c'est jusqu'en TRL8 et pas au-delà. C'est tous les coûts liés aux différentes activités que vous devez faire pour faire progresser votre projet d'innovation le long vers le haut de l'échelle TRL, c'est-à-dire des activités de validation, etc., etc. C'est tout ça, mais ce ne sont que des coûts éligibles, d'accord? Voilà, c'est comme pour le reste du programme cadre, c'est assez classique. Mais c'est déjà extrêmement intéressant parce que, par exemple, sur le dispositif accélérateur, on peut avoir jusqu'à 2,5 millions de la subvention, même à 70% subventionné, c'est des sommes assez intéressantes. Alors, sur la partie subvention, mais moi je pense que c'est une erreur d'avoir mis ça. On est un peu privé du passé. Effectivement, on est venu indiquer qu'on, voilà, typiquement sur un projet accélérateur, la partie TRL 5 à 8 ne devrait pas durer plus de 2 ans et qu'on va vous donner 70% de votre budget en subvention et que idéalement ça ne dépasse pas 2,5 millions. Bon, ça peut être plus que 2,5 millions. Si vous voilà, puisque c'est 70%. Donc si ça vous coûte plus, potentiellement ça peut être plus que 2,5 millions. Mais je pense aussi que la petite erreur de calibrage, je pense qu'on a fait, parce qu'on fait aussi des erreurs, heureusement, c'est que en matière de trucs, d'innovation deep tech, 2 ans pour faire TRL5 à TRL8, c'est un peu court. Et potentiellement, ça peut durer plus longtemps. Mais donc, si vous voulez, globalement, ce 2,5 millions comme étant une espèce de maximum qu'on peut vous donner en subvention, donc qui représente 70% de 3 millions et des poussières, ça peut aller au-delà dans certains cas, et la durée peut être plus longue. Je dirais que globalement, en comptant la subvention et l'investissement, on va se limiter à 15 millions. Même si par la suite, imaginez que c'est bon, tout s'est bien passé, l'innovation est sur le marché depuis 2-3 ans déjà, il apparaît qu'il faut remettre un peu d'argent, on peut à ce moment-là éventuellement dépasser même les 15 millions. Mais pas en amont, pas au point de départ. Oui, dès lors qu'il apparaît nécessaire pour sécuriser d'autres investisseurs, s'il devait apparaître que l'Union européenne, pour avoir d'autres investisseurs, doit en rajouter un peu, on pourra en rajouter. Mais donc, je dirais en point de départ, on vous donnera jamais plus de 15 millions, et même ça, c'est déjà exceptionnel, hein, il faut les justifier. Mais on peut éventuellement ensuite, en cours de route, aller au-delà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était très intéressant cette introduction. Je pense que ça a permis à répondre à pas mal de questions. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à notre deuxième intervenant, Monsieur Gabriel Chignot. Vous devez nous quitter vers midi, si j'ai bien compris. Donc, s'il y a des questions dans le chat pour l'entreprise lauréate du dispositif EEC Accélérateur Pilote, n'hésitez pas à les poser avant. Bienvenue, Monsieur Chignot. Je vous pose la première question. Comment est-ce que s'est passée votre expérience du projet EEC Accélérateur ? Très bien, puisqu'on l'a obtenu, donc ça s'est très bien passé, hein. Nous, on a postulé, on était une très jeune entreprise, puisqu'on on a été créé fin 2018 et on a postulé à l'EIC en juillet de l'année suivante, en 2019.
Donc, on a préparé le dossier dès le mois de janvier. Après l'expérience, nous, on a été accompagné par une société qui s'appelle XCO, qui est sur Bordeaux. On a eu, entre guillemets, on a été intégré, enfin, on a été accompagné dans le processus. Moi, j'avais une expérience aussi des dossiers d'innovation, parce que j'avais travaillé chez BPI France. Donc, on était plutôt bien lotis en termes de connaissances des outils, en termes de connaissances de ce qu'il fallait mettre dans les dossiers, des points importants, etc. Donc nous, ça s'est passé de façon très fluide et on l'a eu du premier coup. Donc on n'a pas du tout une expérience. Souvent, les gens pour arriver à attraper le IC, ils s'y reprennent à plusieurs fois, ils reformatent leur dossier, ils changent les programmes, etc. Nous, on l'a eu du premier coup. Alors il y a une part de chance, hein, ça c'est sûr, mais donc du coup l'expérience était très très positive et elle continue à l'être dans le cadre de la gestion du dossier qui alors c'est entre guillemets, ça demande un suivi quand même assez poussé, assez fin. Mais par contre, voilà, l'Europe, ils ont un regard quand même assez opérationnel et donc ils sont pas tatillons pour rien. C'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est de voir si le projet il avance dans le rythme qui était prévu, que les investissements s'éloignent pas trop, bien sûr, des contours qu'on avait dessinés. Et puis surtout que voilà que les équipes elles sont toujours bien braquées sur ces objectifs parce que en général le IC on présente un programme qui est un peu le cœur du besoin de développement de la société. On présente pas un programme latéral ou un développement qui touche à un business qui est pas cœur pour l'entreprise. Donc voilà, du coup c'est un projet vraiment stratégique qu'on a présenté et donc on le tient. Voilà, c'est pas un projet qu'on abandonne, quoi. C'est pas un bras qu'on peut couper, quoi. Très Voilà. bien. Donc, comme vous avez dit, effectivement, on peut rebondir sur ce qu'a dit M. Sabotier. Vous étiez vous êtes une entreprise très jeune à l'époque et dès au fait la création de société, vous êtes éligible à ce dispositif accélérateur à partir du moment où vous remplissez quand même les grands principes qui sont attendus par l'Europe pour y postuler. Combien de temps vous avez mis pour préparer le projet? Alors, je prends juste une toute petite minute pour dire un complément à ce que vous venez de dire. Oui. C'est que nous, on est passé, enfin Trifrog et les fondateurs de Trifrog, ils sont passés par tout le process de transfert de techno, parce que j'ai entendu tout à l'heure un petit passage sur le transfert de techno français qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, dans notre cas, il a marché puisque il a amené la techno depuis un laboratoire. On a même rapatrié une techno d'un autre pays qui était en train d'être développée dans un autre pays dans les labos français. Et ensuite, on a suivi toute la chaîne avec la société de transfert de techno, la SAT, et les aides publiques locales, plus BPI, etc. Donc, on a vraiment fait le parcours d'école et ça marche. Donc voilà, je voulais juste dire ça Très bien. euh, en plus. Du coup, je me souviens plus de la question. C'était combien de temps est-ce que vous avez mis à préparer le projet? Vous avez dit, vous avez commencé à préparer dès janvier, c'est ça? Ou vous avez Ouais, postulé en en janvier? fait, ouais, alors je sais plus exactement le timing, mais en gros, globalement, la rédaction du dossier, elle nous a pris quelque chose comme 2 mois, sachant qu'on avait une base quand même déjà bien établie, parce qu'on avait déjà notre business plan dans le cadre de notre tour A qu'on a fait à peu près concomitamment au dossier européen. Donc on avait beaucoup de bases documentaires, donc voilà, on a refité le truc, on a tout mis en anglais, etc. Enfin, on a collé bien sûr aux attendus du dossier, mais on a mis quelque chose comme 2 mois, et sachant qu'on a été accompagné, donc c'est un travail qui est, soit vous avez déjà une doc qui est très bien établie, un business plan qui est très détaillé et qui est frais, il faut quand même que les éléments, notamment financiers ou de présentation des résultats économiques, ils soient actualisés. Là, vous allez mettre un petit peu moins de temps. Euh, Après, si vous devez commencer à faire toute la rédaction de dossier, parce que le dossier européen, il touche à la fois au programme que vous présentez, mais il touche aussi bien sûr à la société, à son plan de développement, à son accès au marché, etc. Donc forcément, il faut avoir une base documentaire complète. Alors soit on repart de zéro et ça prend plusieurs mois, mais c'est super utile. De toute façon, il faut toujours faire ce travail constamment en startup. Il faut toujours représenter son projet tous les 3 mois, tous les 6 mois, à des fonds, aux institutionnels, etc. Donc c'est très utile de le faire dans le cadre de l'Europe et le formalisme européen et les points forts
qu'il faut avoir dans les dossiers européens, notamment sur la partie impact, parce que la technologie en elle-même, ça a été dit tout à l'heure, ça peut être une technologie de rupture, ok, ça peut être une technologie incrémentale, ça peut être des combinaisons de techno, etc. Mais ce qui est important, c'est l'impact que ça peut avoir, et c'est ça que la Commission européenne y regarde pour financer leurs projets. Donc c'est des parties fortes du dossier qu'il faut travailler, et ça prend du temps. D'accord, merci beaucoup pour votre retour. Est-ce que justement pour votre projet, vous avez demandé uniquement de la subvention ou également du capital d'investissement? Alors nous, on a eu que de la subvention. Alors je ne sais plus exactement si le dispositif il existait enfin en tout cas, on ne s'est pas positionné dessus. Nous, on venait de réaliser notre tour A qui a été réalisé en mai, je crois, de 2019. Donc on n'avait pas spécialement besoin de fonds propres. On avait fait une levée de fonds qui nous permettait d'avoir une durée de vie de 3 ans en accélérant beaucoup. Donc on n'avait pas tellement besoin de se diluer à ce moment-là. Donc la question s'est pas trop posée. Donc on a eu que la subvention, on a eu quasiment le maximum, enfin le maximum. J'ai appris que c'était pas le maximum là dans la présentation, mais nous en tout cas on s'était fixé cet objectif-là de 2,5 millions, donc on a eu 2 millions 4 ou 370, enfin quelque part par là. Et donc voilà, on n'a pas sollicité. Alors sachant que là on est en train de le faire, on a pris contact avec l'EIC justement avec l'accélérateur pour voir quelles étaient les possibilités de travailler sur des solutions mixtes de financement, à voir, parce que normalement la partie investissement, elle s'appuie sur la partie subvention, c'est-à-dire que on ne peut avoir, je dis peut-être des bêtises, mais dans notre cas, notre perception, c'était on peut avoir que la partie fonds propres que si on a eu une subvention sur des projets. Et donc du coup, on va essayer de monter avec eux un petit plan pour voir comment ils peuvent nous accompagner, sachant que là, on est en train de préparer notre tour B. Donc voilà, on va voir si on peut les positionner dans ce moment-là, et puis si ça les intéresse d'investir dans la compagnie, quoi. Et c'est pas fait encore, je peux pas en parler. Bon, très bien, merci beaucoup pour ce retour. Je demande à Kylian s'il y a des questions dans le chat. Kylian, s'il te plaît. Oui, Maria, nous avons beaucoup de questions dans le chat et je les ai regroupées un peu pour commencer peut-être en montant l'échelle TRL. Donc, je me permets de commencer sur le dispositif Pathfinder. Donc, j'ai eu une question concernant effectivement ce dispositif. Est-ce que c'est vraiment un incitateur du coup de créer après des spin-offs universitaires si on suit le cheminement jusqu'à l'accélérateur où effectivement il faut que ça soit une entreprise? Est-ce que on peut le considérer comme ça? C'est une question toujours pour M. Sabatier. Tout à fait, pour M. Sabatier. Alors, oui, les activités de transition peuvent justement viser à soutenir le développement d'une spin-off autour d'une technologie qui naîtrait d'un projet Pathfinder, absolument. Alors après, ça peut effectivement aller sur l'accélérateur, hein, mais ça peut. L'accélérateur n'est pas la seule source de financement. Vous pouvez aussi vous retrouver avec une technologie qui va intéresser des investisseurs, voire même on y reviendra peut-être, d'autres acteurs publics, y compris régionaux. Hein, donc il n'y a pas l'obligation de venir ensuite sur l'accélérateur. Mais effectivement, les activités de transition peuvent permettre justement de développer une spin-off. Oui, c'est l'idée. Très bien. Peut-être une question, là je ne suis pas le cheminement à TRL, mais vu que Trifrog doit peut-être nous laisser dans quelques temps, je pose la question à Trifrog. Il y a une question qui remonte. Où en êtes-vous dans la réalisation du programme déposé à l'EIC? Oui, ok. Eh bien, on en est, en fait, on vient de... Donc le programme, il était sur 2 ans. Il a démarré en octobre 2019. Donc là, on a présenté tout début de cette année le récap de milieu de projet, en fait, de la première année de projet. Donc la méthode de financement, c'est il y a un acompte d'environ 50%. Ensuite, il y a un déblocage de la deuxième tranche sur la base de ce premier rapport intermédiaire là, qui est de l'ordre de 40%. Et ensuite, à la fin de programme, il y a un solde. Enfin bon, ça, vous pouvez regarder sur Internet le mécanisme de financement, mais c'est plutôt classique. Et donc, nous, en fait, on a déroulé. Donc, on a vraiment fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. On s'est très peu écarté du budget finalement. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on a fait les bons élèves ou que ça s'est présenté comme ça.
Mais en tout cas, on était très proche du budget qu'on avait prévu, hormis sur certains items. Donc voilà, en fait, il y avait plusieurs volets dans le projet. Enfin, je détaille peut-être pas parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais il y avait un aspect de développement techno pur et de monter à TRL, je sais pas combien, 8 ou 9 peut-être. Enfin, en tout cas, d'adapter la technologie à l'environnement dans lequel elle doit être exploitée. Et ensuite, à côté de ça, il y avait toute la partie business développement qu'on faisait un peu entre guillemets en avance de phase parce que notre solution non GMP, parce qu'on travaille dans le monde de la santé, on avait déjà un effort commercial à faire en avance de phase, que les temps commerciaux sont très longs et que l'adoption techno, elle dure longtemps. Donc voilà, on avait positionné dans le programme des efforts de business développement à ce moment-là pour être prêt justement à signer des partenariats importants au moment où la technologie serait validée en environnement GMP. Donc on a déroulé ce projet. Aujourd'hui, la machine qui était un peu le cœur du dev du projet, elle a été fournie, elle a été développée, elle est en exploitation et la version GMP arrive pour l'an prochain. Donc voilà, on a avancé conformément au plan et donc l'Europe nous a fait revoir quelques petits détails de présentation de notre rapport, mais était plutôt, enfin voilà, on n'a pas du tout bataillé, on était dans les clous, donc ça s'est très bien passé de ce point de vue-là, et on a eu les 900 000 euros supplémentaires, enfin les 40% du montant. Donc ça nous permet d'ailleurs de sécuriser pas mal notre plan de financement pour cette année. D'accord. Oui, autre question, merci de la réponse. Autre question par rapport ça c'est plutôt pour Monsieur Sabatier. Est-ce qu'il y a des domaines précis visés par le dispositif Pathfinder? Et une question annexe qui me paraît très importante par rapport aux fonds propres. Est-ce que l'investissement ou la subvention les deux sont associés à la hauteur des fonds propres de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un tel critère pour les dispositifs de l'EIC? Ok, alors sur les domaines Pathfinder, tant le Pathfinder que l'accélérateur sont ce qu'on appelle open par principe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescription thématique. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc vous avez un appel open à chaque fois. Le Pathfinder, l'appel open est ouvert là maintenant, il se clôture en mai. Voilà, l'accélérateur, je vais y revenir, on mélange un peu. Alors, ce que vous avez en plus d'un appel open, ce sont des appels dits challenge où là, on va venir sur des sujets particuliers. Donc, dans le cas du Pathfinder, ces appels-là qui sont sur domaine, qui sont les héritiers de ce qu'on appelle fait proactif, ce sont des clôtures prévues, je crois, en octobre de l'an prochain. Il y a trois appels dans le domaine médical, un autre dans le domaine de l'énergie, de tout ce qui touche autour de l'hydrogène. Mais je dirais autrement, le principe, c'est open, et donc vous avez un appel open. Dans l'accélérateur, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un appel open, mais vous avez aussi, je dirais, des fenêtres thématiques. Alors la différence par rapport au Pathfinder, c'est qu'on a mis tout ça ensemble, c'est-à-dire que c'est le même processus, et quand vous soumettez, vous nous indiquez si vous voulez venir sur une fenêtre thématique ou si vous voulez aller sur sur autre chose. C'est complètement ouvert. On n'est pas dans une logique de prescription. On peut orienter un peu avec les challenges, mais on laisse toujours en place un mécanisme complètement ouvert. Si vous me permettez, je voulais juste revenir une seconde sur sur deux trois éléments du représentant de Trifrog qui vont lui être utiles. Alors vous avez eu un financement dans ce qu'on appelait le pilote en fait. Alors le pilote, c'était pas exactement la même procédure qu'aujourd'hui. Vous pouviez tranquillement demander une subvention, ce n'est pas un problème. Dans le nouveau dispositif, si vous ne demandez que la subvention, vous allez devoir nous prouver que vous avez les fonds, et ça va répondre à la question des fonds propres, que vous avez les fonds nécessaires pour ensuite déployer. En d'autres termes, et c'est ce que le représentant de Trifrog a dit est très important, ne venez pas, on attend de vous que vous veniez avec ce qui est vraiment votre core business en fait. Si vous venez avec quelque chose qui est accessoire juste pour choper une subvention, ce qui permet d'entretenir un labo, oubliez, ça ne marchera plus. Donc si vous venez avec quelque chose, c'est vraiment votre core business, soit vous n'avez aucun fonds propre
vous avez intégralement besoin de nous, et si on aime ce que vous faites, si on aime votre projet, eh ben on va tout soutenir nous-mêmes, pas la peine d'avoir des fonds propres. Si par contre vous ne demandez qu'une subvention, vous avez le droit, c'est que vous êtes supposé avoir les fonds propres nécessaires pour ensuite assurer le reste des opérations, c'est-à-dire aussi bien le 30% de cofinancement de la partie dite subvention, mais aussi le déploiement de marché. Un deuxième élément, toujours pour le représentant de Trifrog, si vous revenez là, vous ne pouvez demander que de l'investissement. Vous ne pouvez pas retoucher une deuxième subvention. Ne perdez pas de temps avec ça. Je ne sais pas ce que mes collègues vous ont dit, mais venez avec de l'investissement. Et donc, ça veut dire d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé de demander une subvention. Vous pouvez très très bien être une PME et considérer pour un tas de raisons que la subvention, ça ne vous intéresse pas et que vous ne voulez que de l'investissement. D'accord ? Donc la subvention, la demande de subvention n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne demander que de l'investissement. Et dans le cas de Trifrog, si vous revenez pour effectivement votre round B, vous allez devoir demander uniquement de l'investissement a priori. On ne va pas vous rajouter de la subvention, vous l'avez déjà eu. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant pour bien faire gaffe à ça, mais vous verrez dans le système de soumission, les choses seront assez claires. Autre chose que vous avez signalé sur lequel je veux attirer l'attention, c'est quand on affiche l'échelle des TRL, ça ne veut pas dire qu'on est en succession. Vous avez vous-même fort bien indiqué que vous avez mis en parallèle des activités. En d'autres termes, il ne faut pas attendre d'arriver en TRL 9 pour se préoccuper du développement du business lui-même. Donc, il y a des choses qui se font nécessairement en parallèle et donc des activités qu'on va dire liées plutôt au marché, la prospection du marché, la construction du marché, toutes choses qu'a priori on ne couvre pas avec la subvention. Ce sont des choses que vous devez faire en parallèle si vous êtes prévoyant, d'où l'importance justement d'avoir en même temps ce paquet d'investissement. Voilà, mais donc pour répondre à la deuxième question donc sur les fonds propres, non, vous pouvez justement ne pas avoir de fonds propres ou en tout cas n'avoir rien de significatif, je dirais. On est prêt, nous, à investir en premier, à vous soutenir. C'est clair que si on fait ça, on va immédiatement chercher à faire un leverage, à faire un effet de levier, c'est-à-dire à trouver des co-investisseurs qui viendront avec nous, d'accord ? Ça, c'est clair, voire même qui seront prêts à un moment donné à prendre notre place. Moi, quand on me demande c'est quoi l'investissement EIC, je réponds toujours c'est un investisseur réticent. On y va parce qu'on pense que ça vaut la peine et qu'il n'y a personne pour y aller, mais le jour où on peut s'en aller, on s'en va aussi. C'est-à-dire si quelqu'un veut nous remplacer, il n'y a pas de problème, merci, au revoir, et on passe nous à autre chose. D'accord ? Donc on est vraiment là pour faire un pont entre deux mondes. Dès qu'on a atteint l'autre monde, nous on disparaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je vois que le temps file. Je me permets maintenant de passer la parole à monsieur Sylvain Saïgui. Vous êtes lauréat de 2 projets faits, donc côté plutôt académique, justement les prédécesseurs du dispositif Pathfinder. Pouvez-vous nous dire, monsieur Saïgui, pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté vers ce dispositif et pas un autre du financement européen ? Alors, plus exactement, c'était un premier projet qui était un pilier 2, donc le précédent, et le dernier, là, qui est un fait, effectivement. Et donc, on s'est tourné vers un fait parce que... Alors, c'était un fait proactif. Excusez-moi, je précise juste pour notre public, le fait, c'est le Future Emerging Technologies en anglais, donc c'est le dispositif prédécesseur du Pathfinder. Excusez-moi, poursuivez. J'ai un retour d'écho qui est un peu gênant. Ok, c'est bon maintenant. Donc, le fait... on s'est tourné vers un fait, alors c'est un fait proactif, donc il était quand même ciblé sur une thématique, et on s'est tourné dessus parce que l'idée était innovante pour nous. Alors on est sur le discours de M. Sabatier sur la première partie, le premier paquet, hein. C'est-à-dire que c'est un projet qui est très tourné autour d'académique, avec quelques PME dedans. Voilà, donc c'est pour ça que pour nous c'était le meilleur outil, alors que sur le précédent projet qui était un pilier 2, là, il y avait des industriels dans la boucle, qu'on n'a pas cette fois-ci. Voilà. Donc, pour nous, c'était le meilleur outil dedans pour essayer de développer notre concept et d'arriver à un TRL 3-4. C'est ce que l'on vise dedans. Donc, on est vraiment dans ce premier paquet qu'on se retrouve dans le nouveau type d'appel à projet. D'accord, très bien. Et votre objectif, c'était justement de faire maturer votre technologie qui est dans le domaine électronique, si je comprends bien ? Alors, on est on va dire dans l'intelligence artificielle embarquée, basse consommation,
où il y avait déjà un concept fait par des collègues sur Paris qui avaient fait un très bon article dans Nature, je crois que c'était. Oui, Nature, pas Nature.com. Et du coup, c'était pour aller plus loin à partir de ce concept. Donc, c'est-à-dire que le TRL 1, 2 était là. Et ce qu'on veut, c'est arriver à faire un démonstrateur pour montrer que la technologie est viable, accompagnée par des PME avec des applications derrière. Et c'est là enfin, moi, je découvre un petit peu aussi ce nouveau type d'appel à projet avec le Pathfinder et la maturation derrière. Donc oui, dans 3-4 ans, enfin dans 2 ans, suivant les premiers résultats, on va se poser la question de continuer et de mettre d'autres personnes dans la boucle pour aller plus loin, quoi. Tout à fait. Donc pourquoi pas la suite, imaginer la suite de votre projet avec un dispositif transition éventuellement. Ben, je vous avouerai que le premier projet est en train de finir là, fin juin. On est en train d'avoir notre démonstrateur. On va commencer à faire. On a eu du retard suite à la crise sanitaire Covid, mais on doit avoir nos premiers résultats, on va dire fin juin, et puis on aura les autres à l'automne. Si ça marche, ben on se retrouve un peu le bec dans l'eau, on va dire, à l'heure actuelle, puisqu'on aura montré que la techno marchait. Et puis, il faudrait aller un peu plus loin après. Et oui, c'est un dispositif qui vient en complément de ce qui existe déjà. Enfin, moi, je trouve sur le papier intéressant à voir dans les faits. Ce retour, donc bien vu la commission. Et quel est le rôle des PME justement dans votre projet? Parce que vous avez dit qu'il y a quelques PME et des industriels. Les deux mondes qu'on dit toujours distants, peut-être à tort, collaborent très bien finalement. Oui, oui, tout à fait. Bah, disons que alors c'est ma vision. On est bien clair. Hein. Moi, c'est pas parce que j'ai eu le succès sur 2 projets que je détiens la solution miracle pour avoir des projets. Hein. Je peux faire part que de mon expérience et on va éviter de faire quand même d'un cas une généralité. Mais ce qu'on nous on s'était dit, c'est qu'on peut pas faire un projet même fait qu'avec des académiques. Voilà. À un moment, si on veut aller vers un TRL 3-4, notre démonstrateur même de laboratoire cible quelque chose. Et c'est là où on a besoin d'avoir au moins des PME, si c'est pas des industriels, pour avoir une application clairement définie aussi. Parce que ne serait-ce que pour les reviewers du projet, entre le concept et nous ce qu'on a en tête derrière, et quand le reviewer le rapporteur va expertiser le dossier, à un moment, il faut quand même lui donner des choses très concrètes de ce que ça peut être. Voilà. Et c'est là aussi, et puis la PME va nous apporter aussi notre vision des choses dans la réalisation du projet, quoi. C'est important. Non, non, ça cohabite très bien dans les projets. J'ai pas eu de problème. C'est pas des problèmes qu'on rencontre. C'est pas ça le type de problème qu'on a dans le déroulement du projet. Justement, les points de vigilance, selon vous, dans ce type de projet? Le côté des fois un peu trop ambitieux, puisqu'on reste quand même avec des académiques, et dont je suis, hein, c'est pas un reproche, hein, avec des grandes ambitions au départ, et il faut quand même obtenir un TRL 3-4, et puis il faut dire ce qui est quand même, il y a quand même des levées, des verrous technologiques qu'on avait identifiés au départ, et puis d'autres qui apparaissent au fur et à mesure. Donc c'est plutôt, alors là c'est en tant que coordinateur de projet, c'est le management du projet, ce qui demande un peu d'agilité entre les moyens humains, les moyens financiers, les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Donc c'est plutôt la vie du projet, mais comme dans tout projet. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne à Kylian. Est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Saïgui dans le chat? Oui. Question, vu le temps. Oui, effectivement, il y en a une qui vient de tomber concernant le délai de traitement des dossiers et s'il y a pour le fait, enfin pour le parti open, donc ça sera maintenant Pathfinder, une deadline spécifique. Donc peut-être la première pour Monsieur Saïgui et la deuxième peut-être plus à Monsieur Sabatier. Alors j'ai pas bien compris la question qu'on me demandait. C'était le temps pour. J'imagine entre le dépôt du dossier et le démarrage du projet, la réception des fonds, comment se déroulent les choses? Très vite. C'est ça aussi qui pose, enfin qui pose. Non, on a des temps, des constantes de temps dans le milieu académique un peu longues des fois, et notamment on fait un projet, on le pose et puis le temps de recruter aussi. Et là cette année, alors c'était très particulier, on a déposé le dossier en juin.
de mémoire, puisqu'il y a un décalage 2020, parce qu'il y a un décalage, c'était avril 2020, mais avec le Covid, on a déposé en juin. On a eu la réponse en octobre, comme quoi c'était positif, et démarrage au 1er janvier 2021. Donc, on est un peu pris de court pour recruter, etc. Voilà. Donc, ça va même très, très vite. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je me permets de passer à la suite de notre réunion parce qu'il faut qu'on aborde les premiers appels qui sont ouverts dans le cadre du Conseil européen de l'innovation et on va parler peut-être de quelques caractéristiques un peu plus en détail, les deadlines. D'ailleurs, on n'a pas répondu, ça me fait penser à la question sur la deadline, sur l'appel ouvert du Pathfinder. Monsieur Sabatier, moi j'ai l'info que c'est clos en mai, mais peut-être que le 19 mai, mais peut-être que vous me confirmez. Non, je vous confirme, l'appel, si vous pouvez remettre le tableau. Donc l'appel Pathfinder Open, c'est-à-dire non thématisé, se clôture effectivement le 19 mai. Bon voilà, c'est un peu court puisqu'on a lancé ça début avril. Voilà, et alors effectivement, vous avez ensuite les transitions, ça c'est en septembre. Alors une petite correction pour l'accélérateur. L'accélérateur, c'est une soumission continue, c'est-à-dire c'est en 2 étapes. Vous soumettez votre première étape n'importe quand, c'est ouvert depuis le 1er avril. C'est non comparatif, c'est premier arrivé, premier servi, d'accord? Et si on vous dit OK, alors vous êtes en droit de soumettre à ce qu'on appelle une cut-off date. Donc ici, vous en avez 2, 9 juin et 6 octobre. Alors celle du 9 juin a été repoussée au 16 juin. D'accord? Mais vous devez d'abord passer la première étape. Et donc ça, c'est vous soumettez à tout moment, peu importe quand, et vous recevez une réponse, je dirais, entre 3 et 4 semaines. On vous dit si c'est bon et si vous pouvez passer en 2e étape. Voilà. D'accord. Et ce calendrier, et donc, c'est le 19 mai. Très bien. On a bien noté, j'imagine. Voilà, le public a bien noté, mais on remettra sans doute le tableau, voilà. Et puis on pourra vous les faire envoyer également. J'imagine que ce calendrier, il se répétera d'une année à l'autre. Il y aura toujours le même fonctionnement de ce dispositif? Ah, écoutez, je sais pas. Alors sur l'accélérateur, oui, on va rester sur une logique d'espèce de tapis roulant de première étape avec donc des cut-off dates. Si ce n'est que normalement, on devrait avoir 3 cut-off par an. Sur le Pathfinder, on va devoir un peu réfléchir. Est-ce qu'on garde une différence entre open et challenge, ou est-ce qu'on fait comme l'accélérateur où on regroupe les choses et lorsque vous soumettez, vous choisissez si vous allez dans le domaine open ou si vous allez sur un challenge thématique bien précis. Ça permettrait d'éviter des doubles soumissions, etc. Donc on doit réfléchir. Mais grosso modo, vous aurez la même logique. Ce qui peut éventuellement se rajouter, c'est que dans le domaine des transitions, où vous avez ici effectivement, vous voyez, vous avez 2 transitions challenge et vous avez un transition tout domaine. Donc open. Comme on est en première année, pour les transitions open, on a mis une seule date. Mais la logique serait que pour les transitions open, ça soit comme pour l'accélérateur, vous venez à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça soit ouvert en continu sur l'année. Voilà. Mais grosso modo, vous aurez la même logique, mais on va essayer d'améliorer le système. Parce que si vous voulez, une des idées aussi de l'EIC, c'est de coller au temps, si vous voulez. Si vous êtes en transition, c'est-à-dire si d'un coup il y a quelque chose qui apparaît, c'est immédiatement qu'il faut agir. C'est pas dans la clôture qui va avoir lieu dans 6 mois. Il faut être capable de pouvoir agir immédiatement et d'être soutenu immédiatement. Donc c'est là où on doit un peu changer encore certaines logiques pour certains instruments. Mais on y travaille, on verra ça l'an prochain. D'accord, merci beaucoup. Une dernière précision, si vous me permettez. Les projets faits du pilote EIC, donc comme celui que vous avez obtenu, sont considérés comme des projets Pathfinder EIC, et donc vous serez éligible aux activités de transition. Très bien. Donc, pour la suite logique, effectivement, comme vous avez décrit tout à l'heure, de développement de technologie au-delà de stade de TRL 4. Très bien. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Jean-Philippe Couvi. Vous êtes porteur de projet
dans le cadre du dispositif accélérateur du Conseil européen de l'innovation. Vous avez déjà soumis précédemment un dossier et vous êtes un porteur de projet éventuellement pour un futur appel. Monsieur Couvi, pourquoi est-ce que votre société Olicrom s'intéresse au financement européen et plus précisément au dispositif accélérateur? Alors, malheureusement, on n'a pas eu autant de chance que Trifog sur les précédents appels, puisqu'on a essayé de déposer plusieurs fois. On a quand même eu le Seal of Excellence. Mais de quoi il s'agit, Seal of Excellence? pour nous, on l'a ressenti comme un label de qualité donné par la Commission, c'est-à-dire qu'on avait passé la première étape, mais face au pitch devant les examinateurs, malheureusement, la décision n'a pas été de financer le projet. Mais on a reçu ce label Seal of Excellence qui permet, je crois, quand même une petite aide sur l'IT. Mais c'est tout ce que l'on a vu par rapport à ce Seal of Excellence. Peut-être qu'on y reviendra avec M. Sabatier parce que j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Par contre, nous, on est allé chercher ces appels à projets plutôt pour développer à l'échelle européenne une innovation qui était portée par Olicrom. On sentait qu'on avait besoin de ce financement pour arriver à cette échelle européenne. D'accord, donc votre objectif était de développer votre innovation jusqu'au marché et déployer commercialement aussi au niveau international votre technologie. Sur plusieurs pays européens d'abord. D'accord. Et dans votre état d'esprit aujourd'hui, s'il y a un nouvel appel qui se présente, est-ce que vous pensez pertinent que Olicrom repose un dossier? Alors, je dois dire, pour en avoir parlé avec le CEO, on se tâte un petit peu encore parce que justement, un des arguments sur le pitch avait été on n'avait pas réussi à démontrer que notre projet n'était pas bankable. C'est une notion très intéressante. Donc, vous pourrez peut-être en parler un petit peu avec M. Sabatier, tout à fait. Voilà, donc on avait un petit peu on nous a dit, finalement, vous n'avez pas démontré qu'il n'y avait pas des investisseurs qui pourraient par ailleurs financer votre projet. Alors c'est difficile à démontrer ça. Oui, d'ailleurs, voilà, qu'est-ce que M. Sabatier, peut-être un commentaire sur le sujet du mot bankable? C'est un critère d'éligibilité également pour accélérateur? Alors, c'est un très mauvais mot qu'on a utilisé dans le pilote, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que ça ne veut rien dire. Vous pouvez ne pas être bankable sans pour autant que votre innovation elle-même soit risquée. Tout simplement parce que vous avez une boîte percule de dette et alors même que votre innovation n'est pas risquée, on va considérer que vous n'êtes pas bankable. Et parce que bankable renvoie effectivement plutôt à des pratiques bancaires, de rating, de crédit, etc., etc. Donc c'est un mot qu'on n'utilise plus, qui a été en plus très très mal compris. On utilise effectivement la notion de risque. Or, ce n'est pas parce que vous avez des investisseurs que vous n'êtes pas risqué. Voilà, vous pouvez très très bien avoir quelques investisseurs, mais présenter effectivement néanmoins un niveau de risque qui fait que ces investisseurs, pour aller plus loin, souhaitent avoir du soutien. Alors, comment le démontrer? C'est pas effectivement. Je sais que c'est pas évident. Il y a une dimension assez subjective, mais je prends un exemple que j'ai en tête d'une start-up qui m'a contacté, qui effectivement a des investisseurs intéressés, mais ils sont aux États-Unis. Bon, elle n'a pas envie d'aller aux États-Unis. Et quand elle se tourne vers les investisseurs européens, elle est coincée par, je dirais, des exigences de temps de mise sur le marché et donc de retour sur intérêt qui ne correspondent pas du tout à son business. C'est une boîte qui a besoin de 4-5 ans pour aller sur le marché et elle ne trouve que des investisseurs intéressés pour y aller à 2 ans. Donc, il y a une dimension subjective, mais je pense aussi qu'on peut ramener des éléments de preuve, c'est-à-dire des lettres de refus d'investisseurs ou on peut toujours montrer les choses, mais c'est vrai que ça reste subjectif, ce n'est pas évident à démontrer, je suis d'accord. Si vous me permettez, sur les sauts d'excellence, parce que c'est un sujet auquel je tiens et qui est, je pense, d'intérêt pour vous en tant que région. Alors, malheureusement, ce que vous avez dit sur les sauts d'excellence est très vrai. Vous l'avez considéré comme comme un label de qualité. Je sais que certains en ont plein, ils les affichent dans leur bureau, mais un saut d'excellence, ce n'est pas ça. Un saut d'excellence, ça veut dire quoi légalement? Ça veut dire que légalement, une autorité régionale, nationale ou locale a dorénavant le droit de financer la partie jusqu'en TRL 8 aux mêmes conditions que l'Union européenne, nonobstant les limites des aides d'État. Vous savez, en Europe, il y a des aides d'État, il y a des seuils, des plafonds de financement public. Ce que nous avons obtenu
parce que j'ai dû négocier ça avec la DG Concurrence, croyez-moi que c'est pas évident, mais ce qu'on a finalement obtenu, c'est que lorsqu'on donne un saut d'excellence sur un projet accélérateur, eh bien, une région peut financer la partie subvention au même seuil, avec les mêmes règles que l'Union européenne. C'est-à-dire 70% et avec y compris les fameux 20% de frais généraux. Alors, c'est important parce que théoriquement, les seuils sont plutôt bas, ils sont aux alentours de 60%, etc. Deuxième élément important pour une région, là aussi, c'est que ça vous permet aussi de le faire avec d'autres financements européens. En d'autres termes, les fonds régionaux, les fonds structurels, il y a dedans des fonds qui sont destinés à l'innovation. Ce qu'on a aussi enfin réussi à obtenir, c'est que vous puissiez aussi utiliser des fonds européens régionaux pour financer un projet avec un saut d'excellence au même niveau et selon les mêmes règles que l'Union européenne elle-même. D'accord ? En d'autres termes, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire avec l'EIC, c'est pas uniquement de nous regarder nous-mêmes tout seuls, c'est aussi d'essayer de stimuler un peu l'écosystème. D'accord ? Et donc, on a passé cette série d'accords, donc un saut d'excellence. Vous pouvez en faire un diplôme sur le mur, effectivement, mais théoriquement, ça vous ouvre la porte à des financements régionaux. Alors, ce qu'on doit faire dans les prochains temps, c'est entrer en dialogue avec les autorités régionales des différents États membres. On va essayer de mettre en place un système d'échange automatisé d'informations, c'est-à-dire dès que vous êtes une boîte et qu'on vous donne un saut d'excellence, on communique immédiatement l'information à l'État et à la région concernée pour leur dire vous pouvez les financer directement, y compris avec des fonds européens, et sans refaire une évaluation. Hop, directement, ce n'est pas un problème, et même si ce sont des fonds européens ou des fonds nationaux purs, ça sera considéré comme conforme en termes d'aide d'État, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça en fait un saut d'excellence. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Le temps défile, je me permets de vous poser la question sur le changement un peu de la procédure de soumission pour que ça soit clair aussi aux futurs porteurs de projets dans le dispositif accélérateur. Une étape supplémentaire a été ajoutée avec un petit dossier de 5 pages. Pourquoi ce changement de processus de votre dossier ? Bon, alors, il faut être politiquement correct aussi, c'est pas évident. Je vais vous mettre comme ça. On ne voulait plus avoir un système où la concurrence était quelle est la proposition la mieux écrite. Une proposition, c'est une restitution d'un projet. Et malheureusement, c'était devenu un peu comme ça. Et donc, on a décidé de changer les choses pour essayer avant tout de collecter l'information relative au projet. Alors, ça ne fait pas plaisir à certains consultants qui ont pris l'habitude de vendre leur qualité d'écriture, mais nous, ça nous a semblé important. Le deuxième élément de réponse, c'était aussi d'éviter d'avoir... vous savez, vous recevez 1000 propositions et vous allez en financer 1%. Donc, mettre 2 étapes avec un premier filtre, c'est aussi dire à des gens, n'allez pas plus loin, vous perdez votre temps et on va le perdre aussi. La troisième raison, c'est qu'on a considéré que si on voulait un peu mieux cibler sur les startups et vraiment sur ce moment TRL5, TRL6, on devait mettre en place un système de soumission qui soit aussi une aide à la construction d'un projet. Donc, quand vous prenez tout ça ensemble, ça donne quoi ? Ça donne et puis, il y a cette idée aussi, excusez-moi, que votre innovation... vous n'allez pas attendre. Si là, vous avez l'idée maintenant, il faut pouvoir directement rentrer dans un processus et non pas devoir attendre la prochaine date de soumission. Vous avez besoin de commencer à vous mettre en œuvre. Donc, pour l'accélérateur, vous avez donc un système en 2 étapes. Nous avons ouvert une plateforme avec un peu d'intelligence artificielle pour l'instant qui va vous aider. Première étape, c'est vous nous soumettez votre idée et on va vraiment juger sur l'impact et la motivation de l'équipe. Si on vous donne le go, vous allez rentrer dans une seconde étape. Là, dans la seconde étape, la plateforme va vous offrir tout un système pour élaborer votre business plan. Alors, pour ceux qui ont déjà un business plan, ce n'est pas un problème. Mais pour ceux qui n'en ont pas, ça va vous permettre de voir éventuellement tous ces éléments auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui sont indispensables pour construire un projet solide. Et on va en plus vous fournir un certain nombre de jours de coaching
On paye pour vous aider à créer effectivement, à écrire ce projet, à le décrire dans tous ces éléments. C'est aussi un système qui dorénavant ne sera plus un système de score, mais qui sera un système go-no-go. Alors pourquoi? Parce que, je sais pas, on va vous mettre 4 sur 5, votre proposition est bien. Mais vous ne serez pas financé et vous n'apprenez donc rien. Donc, venir dire dorénavant, on dira go-no-go, ça veut dire que si on vous dit non, on doit vous dire pourquoi on vous dit non, pour que ça vous soit utile, pour éventuellement trouver d'autres financeurs, etc., etc. Une autre chose qu'on a mis en place aussi, c'est que la resoumission sera limitée. Vous êtes no-go, vous pouvez revenir une fois. Après, vous ne pouvez plus revenir pendant un an. Là encore, c'est cette idée que il ne faut pas construire des projets artificiels. En tant que start-up, en tant que PME, vous venez vraiment avec ce qui est votre core business, comme ça a été indiqué par le représentant de Trifrog. Et donc, ce n'est pas une espèce de guichet pour venir chercher de la subvention. Donc, vous venez parce que vous en avez besoin. Donc, les resoumissions seront limitées. Pour mémoire, je crois que sur le précédent programme, donc qui était l'instrument PME, le recordman tout catégorie avait soumis 14 fois la même proposition. Bon, à un moment donné, si on vous dit c'est pas bon, faut pas revenir. Donc, autant vous le dire clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on change tout le système en 2 étapes. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions sur les garde-fous. Oui. Je peux réagir sur le feedback, vous dites qu'il va être d'une autre forme, parce qu'on a l'impression qu'il était un peu des fois préformaté. Donc, est-ce qu'il va être argumenté vraiment ou... Écoutez, c'est tout le challenge, effectivement, parce que finalement, le feedback, vous avez reçu quoi? Vous avez dû recevoir un feedback qui avait dit que votre proposition était sympa. Voilà, on vous met un seal of excellence, débrouillez-vous. Bon, non, soit on décide de vous financer, on vous finance, soit on vous donne un saut d'excellence parce qu'on considérera, non pas que c'est un lot de consolation, mais on viendra dire c'est une super proposition, mais elle n'est pas assez risquée, vous pouvez trouver du financement public, local, national, on vous donne un saut d'excellence, soit on va vous rejeter et on va vous dire pourquoi on vous rejette. Mais donc le petit jeu consistant à dire ah ouais c'est sympa mais vous n'êtes pas financé, c'est terminé. On fait des choix, go no go, ça veut dire qu'on va devoir beaucoup mieux justifier. Et je pense que c'est important quand vous prenez le temps de faire une proposition, si elle est rejetée, vous avez envie de savoir pourquoi, ne serait-ce que pour l'améliorer, ou tout simplement pour vous permettre de contester la décision d'ailleurs. Donc on va être très transparent. Et donc, on a décidé de changer ça. L'EIC à partir du 1er avril, ce n'est pas l'EIC pilote et c'est encore moins l'instrument PME du passé. C'est une autre logique d'intervention et c'est une autre manière de faire dont celle-ci, vous aurez de la motivation. Si vous êtes no-go, on vous dira pourquoi vous êtes no-go. Qu'est-ce qui nous a pas plu dans ce que vous avez fait? Et éventuellement, si ce sont des petites choses dont on pense qu'elles sont réparables, on vous dira, écoutez, c'est no-go pour telle et telle raison, mais si vous améliorez ça, peut-être que ça ira mieux la prochaine fois. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur la thématisation de l'appel accélérateur. Pour l'ICROM, il y a éventuellement 2 possibilités qui s'offrent à vous, postuler à un appel générique ou à un appel thématique. Oui, donc c'est vrai qu'il y a ces 2 appels ouverts ou thématiques. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir si on a un appel qui va avoir une incidence sur... Est-ce que c'est important de ce choix? Écoutez, le choix, il est pour vous. Alors bon, c'est un peu le dilemme du prisonnier et on vous laisse vous dépêtrer avec. Mais effectivement, donc, quand il y a une cut-off, vous avez aussi bien des fenêtres thématiques qu'une fenêtre open. Je dirais, c'est votre choix. C'est à vous de voir où vous voulez aller. Alors, c'est clair que dans l'open, potentiellement, vous avez beaucoup plus de concurrence, vous n'avez pas de prioritisation thématique et vous pouvez très très bien ne pas être bien compris. Si vous êtes dans un thème, je dirais que la concurrence pour le financement disponible pour ce thème, théoriquement, il y en a moins. Mais dans le même temps, voilà. Donc, nous, on a voulu mettre ça ensemble pour éviter d'avoir des gens qui soumettent aussi bien dans l'ouvert que dans le thématique, parce que ça devient ingérable à la fin. En termes de cohérence de l'ensemble. Je dirais le choix, c'est à vous. Je ne peux vous donner aucun conseil, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on va faire ça et on n'a aucun rendu statistique de tout ça. D'accord? Donc je dirais, c'est à vous de choisir ce qui est le mieux, selon vous. Voilà. Si vous pensez que vous collez complètement au thème, moi je vous conseillerais néanmoins d'aller sur le thème. Mais c'est pas scientifique, c'est intuitif.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. J'espère que ces éléments, Monsieur Kougui, vous permettent d'avoir une clarté de vision pour savoir si vous souhaitez vous positionner sur les prochains appels accélérateurs ou pas. J'espère en tout cas. Ouais. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait effectivement cette nouvelle étape 1, étape 2. Si je pouvais poser une petite question juste sur ces... J'ai vu qu'à la fin de l'étape 1, on pouvait faire interroger des investisseurs aussi au niveau européen, c'est ça? Avant de déposer le dossier complet? Alors, l'idée, c'est effectivement, mais malheureusement, c'est pas en place pour ce coup-ci. Je suis vraiment désolé, mais l'idée pour moi, c'est effectivement de permettre après en étape 1, de permettre aux porteurs de projets qui sont autorisés à aller en étape 2 de pouvoir rentrer en contact avec des investisseurs qui se sont enregistrés auprès de nous, qui s'engagent sur certaines choses. Bon, malheureusement, ce mécanisme ne sera pas prêt pour ce coup-ci. Je suis vraiment désolé, c'est pas prêt. Ça va nous prendre encore du temps. Peut-être que ça sera prêt pour la cut-off d'octobre, mais c'est pas encore sûr. Mais à terme, c'est l'idée, c'est-à-dire c'est vous permettre dans la phase 2 aussi de vous mettre en relation avec des investisseurs qui peuvent vous aider d'une part à mieux formuler la proposition, voire même qui pourraient vous dire, mais attendez, ça m'intéresse, n'allez pas plus loin, je le fais avec vous. C'est pas la peine d'aller chercher de l'argent en l'EIC. Mais c'est pas en place pour l'instant. Mais c'est une idée qui sera au plus tard mis en œuvre dès l'an prochain. Oui. D'accord. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Kylian, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, s'il te plaît? Oui, il y en a plusieurs qui sont remontées. Donc, premièrement, peut-être pour le côté Pathfinder, il y a une personne qui m'a demandé, ils ne sont pas encore une entité légale, mais ils ont une innovation. Est-ce que pour le volet Pathfinder, ils peuvent être une entité légale au moment du financement ou il faut qu'ils le soient déjà au moment du dépôt de dossier? Ça, c'est une question plutôt pour Monsieur Sabatier, plutôt. Oui. Bonne question. Alors là, je sèche. Je vous avoue. Écoutez, si vous êtes dans un consortium et qu'il y a 3 entités légales déjà constituées, ça ne sera pas un problème. Si par contre, en tant qu'entité légale, vous n'êtes pas constitué, ça veut dire que vous êtes personne physique. Alors, ce sont de vastes débats au sein de la commission, mais c'est bon, allez-y, moi je validerai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je considère qu'une personne physique, par définition, est une personne juridique. Hein, donc, certains de mes collègues juristes ont du mal à comprendre ça, mais c'est le b.a.-ba. Très bien. D'autres questions? D'accord, très bien. Oui, plusieurs questions que je regroupe par rapport au challenge. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a, pour l'appel général, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont un peu plus finançables que d'autres, hein, c'est-à-dire des thèmes de prédilection de la Commission européenne? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe si une entreprise répond et au challenge et à l'appel général? Est-ce qu'elle a plus intérêt d'aller sur le challenge ou sur l'appel en général? C'est plus pour Monsieur Sabatier. Alors, rapidement, sur le Pathfinder, comme c'est déconnecté, vous pouvez tenter l'appel général maintenant et puis revenir sur les challenges qui se clôtureront à l'automne, si j'ai bien compris, qui se clôtureront prochainement. Sur l'accélérateur, c'est impossible. Vous allez devoir choisir. Alors, il faut être clair, hein. Dans l'appel général, par définition, il n'y a pas de thème. Puisque si on veut faire un thème, on crée une fenêtre thème. Et vous allez dans l'un ou dans l'autre. Donc, dans l'appel général, c'est une logique de premier arrivé, premier servi. En fait, il n'y a pas de mise en concurrence. C'est ça que je voudrais signaler. Dans l'accélérateur, vous n'allez plus avoir une mise en concurrence des propositions entre elles. Nous jugeons les propositions, les projets, intrinsèquement pour ce qu'ils sont. On ne les met pas en concurrence. Et à la fin, si on doit faire un choix ultime, faute de budget, ça sera en fonction de la date de soumission, tout simplement. D'accord? C'est une vraie nouveauté. Donc, oui, mais oui, parce que sinon c'est complètement artificiel. Comment vous allez venir dire que voilà, je vais sélectionner tel projet accélérateur, je sais pas, dans le domaine digital, parce qu'il a 0,01 point en plus sur 15 que tel projet dans le domaine de la santé. Moi, je ne sais pas comment on fait. C'est de la mathématisation de ce qui est subjectif.
Et donc, c'est complètement imbécile. Désolé de le dire, même si ça se fait comme ça pendant très longtemps. Donc ça, dans l'accélérateur, c'est terminé. Vous êtes jugé en go, no go pour vos valeurs intrinsèques. Et si effectivement, à la fin du parcours, on a trop de propositions par rapport au budget, eh ben, en ultime recours, on regardera la date de soumission de votre proposition lors de la première étape, tout simplement. C'est comme ça. Ça, au moins, c'est objectif. Certains pourraient dire que c'est pas juste, mais encore une fois, la comparaison a ses limites. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis désolée, on n'a plus le temps de poser d'autres questions. Peut-être une petite dernière. Une petite dernière, peut-être Toute petite. une entrepreneur vient de demander s'il y a des astuces, des conseils pratiques pour la vidéo qui est à soumettre pour la présélection. Oui, parce que c'est également... Alors, on pensait pas le nombre de questions qu'on reçoit sur la vidéo, c'est impressionnant. Écoutez, moi je vous dirais juste, faites simple, soyez vous-même, soyez vrai. La vidéo va nous servir surtout à mesurer l'adéquation de l'équipe et sa motivation. Le seul tuyau que je peux vous donner, mais qui n'est pas la vidéo elle-même, mais qui est ce sujet de l'équipe dans la première étape, c'est mieux vaut dire ce qui vous manque comme compétence et que vous allez pouvoir acquérir grâce au soutien de l'Union européenne que de prétendre que vous êtes la super team, tout est dedans, etc. Donc soyez vous-même, voilà quoi, ne faites pas trop d'effets vidéo, ça sert pas à grand chose. Hein, on n'a pas essayé de... Voilà, on n'a pas essayé de chasser un peu les écrivains de subventions pour les remplacer par des réalisateurs de vidéos avec plein d'effets, quoi. Très bien, pas d'effets spéciaux donc. Oui. Bon, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Moi, je dirais le bon truc, c'est essayer à travers la vidéo de vous présenter vous par rapport à votre innovation. Voilà. Essayez un peu de mélanger les deux et de nous donner envie de vous aimer, en fait, de nous donner envie de vous soutenir, de penser que vraiment vous avez envie d'y arriver et que donc ça vaut la peine que le contribuable vous soutienne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très bien, c'est un bon mot de conclusion et merci beaucoup pour tous ces éléments partagés avec nous, Monsieur Sabatier, Monsieur Saïgui, Monsieur Chéniaud qui nous a quittés du coup, et Monsieur Couvi. C'était une réunion très intéressante. En mot de conclusion, je me suis noté de vous partager quelques chiffres du dispositif pilote du Conseil européen de l'innovation parce que jusqu'à présent, depuis 2014, le dispositif pilote a permis de financer 5 700 entreprises avec plus de 5 milliards d'euros d'investis dans le capital des startups innovantes et a permis d'identifier exactement 43 licornes, donc les entreprises qui sont cotées aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. 90% de ces investissements et ces projets ont permis de répondre à des objectifs ambitieux en termes de Green Deal, donc des transitions vertes, numériques et la santé. J'espère que ce dispositif et ces présentations vous ont permis de voir plus clair et vous intéresseront par la suite parce que je pense clairement que c'est un dispositif bien adapté pour nos PME, nos startups et nos équipes de chercheurs régionales. Je remercie encore une fois tous nos intervenants et puis je reste à votre disposition ainsi que tous les acteurs de soutien pour les financements européens régionaux pour toutes les questions et accompagnement personnalisé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette session sur le Conseil européen de l'innovation. Maintenant, je vous invite dès à présent de prendre vos agendas et de noter le 20 mai, le jeudi 20 mai, de 11h à 12h30 pour votre prochaine session qui, elle, portera sur les transitions vertes, donc c'est-à-dire énergie, mobilité et environnement. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et innovation.